dans Point de vue, bienvenue Franz-Olivier Gisbert. Dans un instant, on vous retrouve et j'espère que vous allez nous donner vos points de vue sur les premiers pas du gouvernement Barnier et pourquoi pas sur ce que vous inspire la situation au Proche-Orient. Et puis ça, sur un malentendu, ça pourrait marcher. Un requiem aussi sur Michel Blanc qui nous a quittés ces dernières heures. Question, où s'arrêtera Benyamin Netanyahou? Nouvelle frappe ces dernières heures. Des soldats israéliens également ont été tués au Liban. N'est-il pas temps de stopper une opération qui pourrait peut-être dégénérer? On posera la question à Renaud Girard qui a interviewé récemment le Premier ministre israélien. Il nous donnera en tout cas son point de vue. Cela vous a peut-être échappé, mais s'ouvre en ce moment le 19e sommet de la francophonie. Emmanuel Macron reçoit des dizaines de chefs d'État et de gouvernement à la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. À quoi sert vraiment cette réunion qui se tient sur 2 jours? Emmanuel Maury est haut fonctionnaire et spécialiste de la francophonie. Il est auteur d'une anthologie sur les auteurs francophones. Il nous apportera ses explications et son point de vue. Voilà, et on va retrouver tout de suite Céline Braque d'Odoxa. Bonjour Céline. C'est l'événement politique de la semaine, le discours de politique générale de Michel Barnier. Il a repassé d'ailleurs un oral ces dernières 24 heures. On va y revenir dans un instant avec Franz-Olivier Gisbert. Mais déjà, quel est le verdict de l'opinion sur l'épreuve passée vendredi devant les députés? A-t-elle été plus indulgente que le groupe des Insoumis et du nouveau Front Populaire? Oui, on peut le dire. C'est pas difficile. On peut dire que jusqu'ici tout va bien, ou pour être plus précise, ça va mieux, puisque en 15 jours, la popularité de Michel Barnier a décollé. Il a pris 12 points de popularité. 51% aujourd'hui de Français qui ont une bonne opinion de lui en tant que Premier ministre. C'est un niveau qui n'a jamais été atteint par Gabriel Attal, ni par Elisabeth Borne. Il faut remonter à Édouard Philippe à la fin de la crise du Covid, ou à Manuel Valls au début du quinquennat de François Hollande. Donc c'est un bon niveau de popularité et qui est lié à cet exercice du discours de politique générale, puisqu'on a quand même 70% des Français qui y ont été exposés. Ça veut dire qu'ils l'ont pas écouté forcément en entier, mais qu'ils l'ont parfois, ils ont écouté des extraits, ils ont vu les principales mesures, les commentaires dans les médias, etc. Et on a près de la moitié des Français, 48%, qui nous disent, eh bien, le Premier ministre, il a été convaincant. 48%, c'est 7 points de plus que lors du discours de politique générale de Gabriel Attal. Et puis, il a plutôt rassuré les Français, puisque 66% l'ont trouvé clair et 55% ont trouvé qu'il avait l'air de se préoccuper des Français, qu'il était à l'écoute des préoccupations des Français. Et comme c'est quelque chose qui est beaucoup reproché au président de la République, d'être justement un peu coupé des réalités, ça c'est un bon point pour le Premier ministre. Ça, on y reviendra justement avec Franz-Olivier Gisbert dans un instant, surtout le contraste avec Emmanuel Macron, parce que vous savez qu'il y a une affection particulière de Franz-Olivier Gisbert pour le président. Juste une question... Rien de personnel, on espère, parce que, vu ce qu'il prend dans votre dernier livre. Juste une question peut-être, Céline, puisque vous dites qu'il a convaincu et qu'il a été clair, qu'est-ce qui a convaincu, en tout cas, sur quel point l'opinion a le plus été convaincue par Michel Barnier, pardon. Alors, ce qui a convaincu les Français, c'est que les 3/4, 77% d'entre eux sont ravis que l'effort fiscal porte sur les plus aisés des Français et sur les grandes entreprises. Dans différents sondages, on voyait que c'est ce qu'ils réclamaient. Et finalement, pour le moment, ils se disent ouf, ce sont eux qui vont payer et pas nous. Maintenant, si je vous disais tout à l'heure, jusqu'ici tout va bien, les Français sont quand même un petit peu inquiets, un peu attentistes, puisque on a 81% qui nous disent en fait ces efforts-là, ils ne vont pas
pas suffire, et on en a 71% qui disent je suis sûr qu'il va falloir demander des efforts au niveau fiscal à d'autres Français, et pourquoi pas nous. Donc vraiment aujourd'hui cette bienveillance à l'égard du Premier ministre, on peut dire qu'elle est quand même fragile, qu'il se méfie de la politique qui va être menée. Dans ce même sondage, on voit qu'il y a 7 Français sur 10 qui nous disent on pense que la politique qui sera menée ne sera pas en rupture avec la politique jusqu'ici menée par les gouvernements précédents d'Emmanuel Macron. Et donc ça, c'est une vraie inquiétude des Français. Donc pour le moment, on va dire que Michel Barnier peut profiter de cette bonne popularité, mais que ça peut se gâter assez rapidement. Merci beaucoup Céline, et merci pour ces précisions. Le sondage de Doxa Backbone Consulting est à retrouver bien sûr sur le site du Figaro, sur le site de Doxa également et sur le site de Backbone. À très vite. Merci beaucoup Céline. France, j'ai envie de vous dire, est-ce que la question qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est partagez-vous l'indulgence des Français à l'égard des mesures fiscales de Michel Barnier ? Oui, bien sûr, mais ça réglera rien. Mais c'est important, de toute façon, de commencer à régler les problèmes. Parce que on a cette épée de Damoclès au-dessus de nous. Bon, les Français viennent de découvrir que Macron avait vraiment exagéré en matière d'endettement, c'est-à-dire il avait tout laissé filer, et avec une stratégie qui consistait en fait à faire des chèques dès qu'il y avait un problème, et puis à montrer comme ça qu'il était gentil, que finalement cet argent, qui lui appartenait pas, c'était l'argent de la collectivité, lui pouvait le distribuer pour être plus populaire. C'est parti un peu de ces gens qui pensent qu'ils vont gagner les élections en faisant des chèques. C'est un peu ce qu'a fait Édouard Balladur. Vous avez le résultat, il était battu en 1995. Macron en 2022 a été élu. Mais Macron et Balladur, c'était vraiment la même stratégie. Macron a été élu parce qu'il y a eu, heureusement pour lui, la guerre en Ukraine qui a fait que ça a totalement brouillé le paysage. Mais le vrai sujet, c'est que l'endettement, il n'y a pas que l'endettement d'ailleurs, il y a beaucoup de sujets. La France, ça va pas bien du tout. Et en fait, tout le monde s'en fout, à commencer par le président de la République qui n'a jamais fait de pédagogie. Et je dirais, justement, ça va commencer si quelqu'un veut s'en occuper. Pour l'instant, Barnier commence, mais ça va être très dur pour lui. Et il n'a pas de carte. Il n'a pas de carte. Parce qu'il n'a pas de carte, il n'a rien. Il n'a pas de majorité. 49.3 pour faire passer le budget, a priori, il peut y arriver. Il peut y arriver, absolument. Bon, pareil, puis vous savez bien, il peut y avoir aussi des problèmes sociaux à un moment donné. Et puis il y a beaucoup d'ennemis. Il y a des gens qui attendent tapis dans l'ombre, à commencer par le Rassemblement national, qui à un moment donné peut siffler la fin de la récréation en faisant voter une motion de censure. Il y a un procès pour Marine Le Pen. Il n'est pas sorti. C'est compliqué. Ça va être très compliqué pour lui, mais je pense que ça, les Français l'ont compris. Et c'est très intéressant le sondage parce qu'ils savent que c'est pas fini. Et je vais vous dire, moi, je pense que l'idée de encore rajouter des taxes est une idée idiote parce que ça a fini par ce pays qui bat les records mondiaux en matière de dépenses publiques et en matière de prélèvements obligatoires. 57,6% de dépenses publiques, les prélèvements obligatoires 46%, et puis encore, ça dépend comment on compte. Et tout ça, avec des records mondiaux, tout ça, il faut remettre tout à plat. Et surtout, je vais vous dire, il y a un autre problème aussi, qui est réel. Que vous inspire sa volonté d'augmenter les impôts? Non, mais attendez, la France ne travaille plus. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut régler. Mais justement, parce que quand vous regardez les statistiques internationales de l'OCDE, vous voyez que par habitant, c'est le pays au monde qui travaille le moins. Il y a un petit problème quand même. Faut qu'on peut-être, si on veut rester un grand pays, il faut qu'on produise. Et vous voyez, et la France dépense pour l'instant plus qu'elle produit parce qu'elle produit pas beaucoup, parce qu'elle travaille pas beaucoup. Donc voilà. Justement, mais ça, ce diagnostic, il est partagé par une grande partie de l'opinion et en particulier à droite. On a un Premier ministre de droite. La première chose qu'il fait, c'est qu'il augmente les impôts. Non, mais c'est pas terrible. Cela étant, lui, dans une situation inconfortable et difficile, de toute façon, il va chercher de l'argent partout. 1 milliard par-ci, 2 milliards par-là, etc. On voit très bien, c'est sa stratégie. D'ailleurs, l'annonce de Bruno Retailleau sur le milliard qui est à des associations d'aide aux migrants. On ne sait pas trop, d'ailleurs, quel type d'aide, etc. Ce serait intéressant de regarder. Ça me fait penser au milliard des émigrés. Voilà. Non, mais ça, c'est quelque chose sur lequel, évidemment, il y a de l'argent à prendre sur tout ce qu'on donne par-ci, par-là aux associations. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a jamais personne... Il n'y a pas 1 milliard d'euros qui est donné aux associations qui viennent en aide aux migrants ?
Ah non, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'il faut tailler là-dedans aussi. C'est-à-dire il faut tailler partout. C'est évident. Et c'est intéressant d'ailleurs, cette information. Bon, elle tombe pas par hasard en ce moment. Mais il y a du gaspillage à tous les étages. Et il faut se mettre au travail. C'est-à-dire il faut réduire les dépenses. Simplement, comme il y a un peu urgence, et puis il faut donner des signaux, je pense que l'idée de cette taxe, que moi je suis contre les impôts, quand on bat les records mondiaux, il faut arrêter à un moment donné, mais de faire quelque chose de provisoire, il faut vraiment être bien sûr que c'est provisoire. Ça l'a été dans le passé, ça a pu arriver, c'est rare, mais je pense que chez lui en tout cas ça peut l'être. Il y a eu des moments dans le passé où ça a vraiment été oui, il y a d'autres présidents, il y a d'autres cas où ça s'est passé, vous avez des petits impôts comme ça. Donc, je vous pose la question parce que vous êtes très dur justement à l'égard de Balladur quand il était au pouvoir, parce qu'il y a quand même un paradoxe. Ces présidents, je parle de Macron et puis d'Édouard Balladur, qui n'était pas président, à son corps défendant, ou Michel Barnier, sont quand même propulsés, en tout cas Balladur et Macron, avec l'idée que c'est quand même des gens qui vont remettre de l'argent dans les caisses de l'État, qui vont... oui, mais pour ça, vous savez, la politique... Qui ont profité de cette réputation-là, ils ont fait, et vous expliquez, strictement l'inverse. Parce que la politique, et bon, il faut être intelligent, ces gens-là sont évidemment intelligents, mais il faut de la volonté, il faut du courage. Et souvent, vous savez, l'intelligence sans courage ou sans volonté, ça sert pas à grand-chose. Et je crois que c'est un peu le problème qu'ont eu ces deux personnages, avec des qualités certaines. Je veux dire, moi, je suis pas du tout dans... Une forme de courage, je suis pas dans une panache chez Macron. Bien sûr, mais c'est un faux courage. C'est un faux courage parce que quand vous dites aux Français, voilà, chers Français, Françaises, Français, vous ne travaillez pas assez. Parce que on peut être populaire en tenant ce type de discours. Regardez la popularité de Rocard à un moment donné et de Barre, surtout Barre qui était, le professeur Fouettard, qui c'était le père Fouettard et puis prof en même temps, et qui disait sans arrêt, vous ne travaillez pas assez, faut gagner plus. Enfin, tout si vous voulez. Il y a un discours, une pédagogie à faire. Je suis pas sûr que Barnier soit le meilleur pour faire ça parce que c'est pas un homme qui vraiment très doué, visiblement. C'est pas une bête de télé, quoi. Oui, vous n'avez pas été convaincu par son discours de politique générale ? Oui, tout à fait. Tout à fait, je vais vous dire pourquoi. Parce que je me disais, tiens, c'est la fin des bonimenteurs et des narcisses. Il y a une grande humilité. Je vais vous dire, même, c'est très gentil dans ma bouche, il faisait penser un peu à Reagan avec cette façon d'avoir la tête baissée. Et puis cette phrase formidable avec à Mathilde Panot, plus vous serez agressive, plus je serai respectueux. Et d'ailleurs, c'était un peu effrayant, cette Assemblée nationale. On a l'impression que c'est la ZAD, c'est une ZAD, c'est ce qu'a réussi à faire la France insoumise de l'Assemblée nationale, avec des gens qui parlent, qui hurlent, qui disent n'importe quoi. Quand le Premier ministre parle, mais quand eux parlent, la droite se tait, et la droite est respectueuse. Il y a quelque chose qui ne va pas, et je pense que ça, à la longue, ça ne va pas plaire aux Français, ça. Il y a la volonté comme si, oui, il y avait une volonté de casser le système du côté de la gauche et de l'extrême gauche. Mais pourtant... Quand je dis ça, parce qu'il faut mettre aussi les écolos, parce que les écolos et les filles, tout ça, c'est la même... c'est la même sauce. Pourtant, les électeurs ont plutôt soutenu, quand même, en propulsant quand même le NFP comme la première force, je dis le nouveau Front Populaire à l'issue des législatives. Non, mais c'est une blague, ça, vous savez très bien. C'est quand même de vous me poser la question pour que je vous réponde, mais vous savez très bien que c'est une blague. Je vous fais remarquer. Soit un sondage a montré que 62% des Français regrettaient leur vote. Ils se sont fait avoir. Il y a eu cet accord Attal-Macron avec NFP. Ils ont dû s'appeler d'ailleurs. Bon, on verra ça peut-être un jour plus tard dans les livres, mais évidemment, ils se sont téléphonés. Vraiment, c'est la moralité totale, c'est la politique. Apparemment, Attal a mis Macron devant le fait accompli. Oui, mais enfin, je sais pas trop. Mais enfin, de toute façon, c'est la politique dans ce qu'elle a de pire, quoi. On a l'impression, vous savez, sous la 4ème République, il y avait des apparentements comme ça. C'est-à-dire, on fait des désistements électoraux, on s'entraide, mais en fait, il est hors de question qu'on gouverne ensemble. Mais c'est quoi ça ? Mais c'est amoral. Les électeurs s'en sont rendus compte. C'est-à-dire, donc, effectivement, les LFistes ont été élus par les macronistes et les macronistes par les LFistes. Enfin, je simplifie parce qu'il y a aussi, évidemment, les écologistes dans l'histoire, les socialistes, etc. Mais ça colle pas, ça. Ça peut pas, ça marche qu'une fois. À un moment donné, ça choque les apparentements sous la 4ème République. Là, il y a eu des réactions étaient tellement violentes à un moment donné que voilà, que ça s'est terminé. On parlait de Bruno Retailleau tout à l'heure, et vous faisiez allusion à cette interview qu'il a accordée au Figaro Magazine. Avez-vous été choqué par ses propos sur l'état de droit ?
Non, c'est un problème d'expression, c'est-à-dire, je pense que s'il avait pu dire les choses différemment, il les aurait dites, c'est venu comme ça, mais enfin, tout le monde, enfin, vous savez, Bruno Retailleau, j'aimerais pas être à sa place, parce que tous les fusils de la classe politique sont pointés sur lui. Bon, après, ce sera Barnier, c'est un peu le fusible de Barnier, quoi. Tout le monde a envie de se le faire, mais franchement, il a beaucoup de classe, il travaille, il est très très intelligent, ça je peux témoigner comme journaliste, moi j'en vois beaucoup des politiques. Bon, il y en a qui sont cultivés, mais pas beaucoup, très peu, et c'est un des rares, et d'ailleurs vous avez très bien vu qu'il peut improviser des discours, ce qui est très rare aujourd'hui, très compliqué et très long, comme ça, il a tout dans la tête. Donc c'est un homme de qualité, de temps en temps sa langue fourche, c'est pas plus grave que ça, enfin bon voilà, c'est pas la fin du monde. Enfin, tout ça, c'est une polémique absolument grotesque. La durée de vie de ce gouvernement, quelles sont vos estimations ? Ça peut durer, c'est-à-dire que moi je trouve que Barnier fait preuve de beaucoup d'habileté. En tout cas là, il l'a montré mardi. Moi j'étais quand même assez bluffé, notamment pas quand il lit ses discours, parce qu'on peut pas dire que ce soit un grand orateur. Mais en revanche après, quand il s'agit de parler aux gens, c'est pas mal. Il a quelque chose. C'est nouveau. Vous voyez ce que je veux dire ? On a l'impression, c'est nouveau par rapport à la période que nous avons vécue sous Macron. On a quelqu'un, et ça les électeurs aiment bien dans tous les pays du monde, les personnalités politiques humbles. Il est humble. Il y a un problème évidemment avec Barnier, il ne faut pas qu'il croie qu'il est parti pour la présidence de la République et qu'il travaille dessus, parce qu'à mon avis, il sera vite mort. Et vous pensez que il n'a pas cette ambition-là ? J'espère qu'il est assez intelligent pour ne pas l'avoir. Après, ça viendra tout seul, si ça s'est bien passé. Mais s'il commence à préparer l'élection présidentielle maintenant, je pense que, voilà, c'est sûr qu'il ne sera jamais. Vous allez débattre, justement, à propos de personnes humbles, il y avait quelqu'un qui se surnommé le président normal. Vous allez débattre prochainement dans l'émission Esprit Libre avec François Hollande. Vous l'épargnez dans votre livre, mais n'a-t-il pas renoué avec ses démons, notamment en s'alliant avec Mélenchon ? À l'époque, dans Le Point, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais enfin, les éditoriaux, les couvertures n'étaient pas très sympathiques. Hein, bon. Donc, j'ai beaucoup critiqué. Je me suis rendu compte que j'avais été trop sévère avec lui, même si je le reste. Mais et comme je l'avais été d'ailleurs avec Nicolas Sarkozy, j'ai fait, comment dire, dans les deux cas, un peu amende honorable. Peut-être aussi avec Nicolas Sarkozy, j'avais même été encore plus sévère. Et je trouve que j'étais allé peut-être un peu loin, c'est-à-dire quand on regarde le bilan et qu'on comparait à Macron, parce que c'est ça la réalité, quand on comparait à Macron, on se disait quand même, finalement, c'était pas si mal. Et je pense qu'il renoue pas avec ses... Non, je pense que là, il fait de l'entrisme. Enfin, il utilise l'entrisme, c'est le mot trotskiste qui consiste à dire, vous entrez chez l'adversaire pour, comme ça, voilà, essayer de comprendre et essayer de prendre le pouvoir. Et ça, il pratique l'entrisme, c'est-à-dire évidemment... Et puis, il va peut-être un petit peu trop loin quand il défend le programme économique du nouveau Front populaire, qui est quand même dans le genre ce qu'on peut faire de pire, quoi. Non, mais c'est là son ton des maboules. C'est pas très la politique de l'offre. Non, mais c'est pas celle qu'il a pratiquée à la fin de son mandat. Enfin, et que c'est même pire que ça. On va faire 100 milliards de dépenses supplémentaires, c'est pas grave, les riches vont payer, ils verront, on verra le résultat. C'est là où je vous pose la question, est-ce qu'il ne renoue pas avec ces vieux démons, ces vieilles déclarations, mon ennemi c'est la finance ? Je pense que, vous savez, Hollande, il y a quelque chose chez lui qui est important que les journalistes ne perçoivent pas, c'est qu'il a fait HEC, et c'est certainement l'un des politiques, il est à gauche peut-être, mais il comprend bien l'économie. Et donc s'il le dit, évidemment, il n'en croit pas un mot. Bon, ça c'est le problème de la politique, souvent, il ne peut pas croire un mot, enfin il ne peut pas se dire franchement que ce programme serait bon pour la France. Ce programme du NFP, vous avez le FMI le lendemain, le jour même, et vous avez d'ailleurs, et c'est peut-être pour ça que l'histoire de la farce du Sicasté, là, qui manque un peu de lucidité, c'est la blague d'Anne Hidalgo, cette Lucie Casté, qui est quand même une sombre blague, vous savez très bien que s'il avait été nommé Premier ministre, c'était là une catastrophe financière le jour même, vu le programme du NFP. Et je veux dire, et ça, si vous voulez, ce qui est bien avec ce qui s'est passé, si vous voulez, que les Français ont compris, on le voit d'ailleurs dans les sondages, on le voit dans votre sondage de Doxa, c'est que les Français ont compris qu'il y avait quand même un énorme problème financier et voilà, il faut arrêter de dépenser à tire-larigot sans réfléchir. Il faut se poser et essayer de faire ce que fait apparemment le gouvernement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut prendre ici, qu'est-ce qu'on peut prendre là pour gérer, quoi, parce que ce pays n'a pas été géré depuis longtemps. C'est clair, il n'a pas été géré ces dernières années. Et je pense de façon
pacifique. Les en macronistes tous les cas, pour ces mesures-là, on se souvient de Juppé en 95. Ah oui, mais attendez, ça, je crois que ça passe aussi par de la pédagogie. Et je suis un peu inquiet qu'il n'y ait pas des poids lourds au gouvernement. Ça, je pense que c'est un des sujets. Parce que, Barnier a beaucoup de qualités, n'est pas une bête de télé, mais va peut-être s'en sortir. Un jour, il va peut-être commencer à apprendre. De toute façon, quand il est dans l'improvisation, il est bon. Et simplement, il faut expliquer aux Français, et ça, je pense pas, par exemple, que le Freluquet qui a été nommé au ministère des Finances. Oui, je pense pas que il a beaucoup à apprendre. Il a l'air de tout savoir là pour l'instant, mais je pense que il va découvrir que la politique, c'est un métier, si vous voulez. Bon, on est député depuis 2 ans, on a 33 ans, on arrive déjà. Enfin, tout ça est pas sérieux, si vous voulez. Mais parce que vous savez, autrefois, moi, j'ai vécu une époque où les gens, on les formait un peu avant, on les mettait ministres délégués, secrétaire d'État. Vous voyez, on faisait. Là, vous le racontez très bien, François Gisbert, cette époque. Une toute dernière question, un requiem pour Michel Blanc. Évidemment, écoutez, c'est un type absolument extraordinaire. Vous voyez, je ris là parce que je pense au bronzé fond du ski. Enfin, cette bande non, mais c'est pas seulement ça. C'est que ce sont des films que, dans les années, quand ils sont sortis, dans les années 80, j'allais pas les voir. Je sais pas pourquoi, par snobisme, je sais pas quoi. C'était votre époque, Nouvel Observateur. Non, ça n'avait rien à voir parce que j'étais capable d'aimer les gaudrioles à la française, j'ai toujours aimé. Donc c'était même pas ça, c'était je sais pas quoi, je savais pas que c'était aussi génial. Quand j'ai vu à la télé, évidemment, c'était formidable. Puis après, il y avait toute cette bande avec Poiré, Clavier, tout ça. Enfin non, ils ont fait des trucs formidables. Un petit chef-d'œuvre d'ailleurs, mes meilleurs copains. C'est le film préféré ? Ah non, il y en a plein. Non, mais c'est une belle époque et c'était un grand acteur. Et puis c'était en plus quand on le voyait comme ça. Moi, je peux pas dire que j'ai vraiment connu, mais c'était une belle personne. Merci beaucoup François-Olivier Gisbert. Tragédie française, le tome 3 de l'histoire intime de la Ve République est toujours disponible. Il faut lire Gisbert. On est en plein dedans la tragédie. Il faut lire Gisbert. Tout son diagnostic est exact, rigoureusement exact. C'est pas moi qui vous le dis, mais un ancien chef d'état-major des armées qui a connu et vécu lui aussi de près ces 50 dernières années. La confidentialité des sources, mon cher François-Olivier Gisbert, mais c'est sur son conseil que j'ai lu votre livre et je ne peux que amplifier le conseil. Merci beaucoup, François-Olivier. Votre prochain livre ? Là, c'est une sorte. C'est pas le 4e tome parce que la trilogie s'arrête là, à moins que j'écrive un jour une suite parce que je racontais une histoire de la 5e. Là, c'est plutôt le problème français. C'est-à-dire pourquoi on en est là. Parce que vous savez, c'est pas fini. On rentre dans une période de crise assez longue. Vous allez revenir pour nous en parler ? Volontiers. Je vous donne rendez-vous. Il sera fini à la fin de l'année, mais je pense que Gallimard voudrait qu'il sorte un peu plus tard. On vous retrouve fin octobre. Je recherche la date, le 29 octobre exactement, pour débattre avec François Hollande pour un numéro spécial d'Esprit Libre avec Alexandre Devecchio. Merci beaucoup, François-Olivier Gisbert. Merci. On va revenir également, bien sûr, sur l'actualité internationale avec de nouvelles frappes au Liban ces dernières heures et un bilan qui s'alourdit au niveau des civils notamment, comme le rappelle le patron de l'OMS. In Lebanon, more than 1,600 people have been killed and more than 1 million displaced, including 350,000 now living in shelters and 160,000 who have crossed the border into the Syrian Arab Republic. Healthcare continues to come under attack. Many health workers are not reporting to duty as they fled the areas where they work due to bombardments. This is severely limiting the provision of mass trauma management and continuity of health services. Voilà, on donne un compte à rebours, et en ce moment, il y en a beaucoup qui sont donnés dans cette situation, dans cette région du Proche-Orient. Bonjour Renaud Girard. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. J'ai une question à vous poser parce que vous avez écrit il y a 20 ans, plus de 20 ans, ou à peu près 20 ans, après la guerre de 2006, un livre sur la guerre d'Israël en 2006. Donc vous avez en tête ce qui est en train de se passer. N'est-il pas risqué pour Israël de s'aventurer à terre ?
Si, d'ailleurs, le livre était titré La guerre ratée d'Israël contre le Hezbollah, puisque le but affiché par le gouvernement en 2006, et le gouvernement Olmert, était d'éradiquer le Hezbollah. Et en fait, ils ont effectivement rasé, les Israéliens ont rasé tout le sud du Liban, et même ont fait des bombardements sur le nord, sur les centrales électriques du nord du Liban. Mais à la fin des fins, ils ont en fait renforcé le Hezbollah, qui, à partir de 2008, a acquis une sorte de droit de veto dans la politique libanaise. Donc effectivement, on va voir comment on peut comprendre que Netanyahou, qui a quand même formulé différents avertissements quand il m'a reçu à l'état-major de Tsahal longuement en juin dernier, le 14 juin dernier. L'interview a été publiée dans le Figaro. Il m'a redit ça. Vous ne me croyez pas, les Occidentaux ne me croient pas, le Hezbollah ne me croit pas, mais s'il n'arrête pas, s'il n'applique pas la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU qui veut qu'ils retirent leurs armes au moins au nord du fleuve Litanie, c'est-à-dire pour laisser une sorte dizaine de kilomètres de la frontière. Une dizaine de kilomètres de la frontière, une quinzaine de kilomètres, eh bien, je vais agir. Là, il agit. Où va-t-il s'arrêter? Alors, il y a une sorte de dynamique qui a été procurée par l'incroyable réussite du renseignement israélien. C'est la plus belle opération de renseignement depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, visiblement, grâce à ce réseau de pagers explosifs, ils ont non seulement neutralisé beaucoup de cadres du Hezbollah, mais surtout, ils ont sans doute, avec l'intelligence artificielle, parce qu'ils ont sans doute, j'imagine, avant de les faire exploser, ils ont écouté un peu où étaient tous ces pagers, et donc ils ont pu savoir où étaient tous les stocks d'armes. Et donc moi, je pense que leur politique est de détruire un par un tous les stocks de missiles du Hezbollah. Mais c'est assez facile, effectivement, de bombarder. Alors, le problème, c'est que c'est assez... Alors, ils en ont détruit déjà un certain nombre, quand même. C'est assez facile de bombarder depuis les airs. Vous avez remarqué que le Hezbollah n'a plus les capacités qu'il avait dans cette guerre de 2006 de bombarder Israël. C'est la Galilée, c'est plutôt l'Iran qui a fait le job, là. Et donc, d'une guerre à terre, si vous voulez, là, l'avantage technologique qu'avait Israël va se réduire. Et les combattants du Hezbollah sont des combattants qui fanatisés et qui connaissent très bien le terrain et qui défendent leur village. Et donc là, Israël peut avoir des problèmes. Et il y a déjà des problèmes. Il y a eu une vingtaine de morts déjà. C'est pour ça que je vous pose la question. Il y a un autre point. Ce matin, ce vendredi matin, donc Ali Khamenei, le guide suprême iranien, a pris la parole comme tous les vendredis et est revenu bien évidemment sur les événements des dernières heures. Alors tous les vendredis, il y a cette grande prière à l'université de Téhéran, à laquelle une fois j'avais d'ailleurs assisté durant la guerre irakienne, mais c'est pas à chaque fois Khamenei qui parle. Là, c'est assez exceptionnel et il a pris la parole et c'est important. Merci de le préciser. Et précisément, ce qu'il a dit, c'est que les alliés de l'Iran ne reculeront pas malgré la vague d'assassinats menée par Israël contre des dirigeants pro-iraniens, disant la résistance dans la région ne reculera pas malgré ces martyrs et remportera la victoire. On imagine qu'il y a de la rhétorique dans cette déclaration, mais il y a eu aussi quand même des actes qui ont été, vous l'avez évoqué, réalisés par l'Iran cette semaine, et notamment ces 200 missiles qui ont été tirés sur Israël. On a dit pour que l'Iran avait connu un échec à ce moment-là. Est-ce que c'est si vrai ? Alors d'abord, l'Iran a quand même pu frapper, il y a des images satellites qui sortent en ce moment, a pu quand même, été capable quand même de frapper des bases israéliennes. Dont une avec 32 impacts, voilà. Et donc en fait, des comptes faits par le Fil Data. Voilà, alors en fait, le dôme de fer, qui en fait 3 dômes successifs, eh bien il peut être transpercé. Et ça, c'est ce que l'Iran vient de démontrer. Alors évidemment, la principale façon de battre Israël, c'est pas dans des batailles frontales où Israël a une armée beaucoup plus puissante, mais évidemment c'est dans des guerres de guérilla.
Et donc c'est pour les Iraniens et pour le Hezbollah, c'est beaucoup mieux que Israël aille dans le territoire libanais où il y a beaucoup de chances qu'il s'embourbe. Donc ça, c'est un petit peu la stratégie. Mais ce qu'on remarque ici, c'est effectivement, et c'est ça le danger, que n'arrive pas à désamorcer d'ailleurs la diplomatie américaine, c'est qu'au Moyen-Orient, vous avez, depuis, je dirais, un an, deux dynamiques, ou même, disons, 2-3 ans. La dynamique sécuritaire de Netanyahou, parce que ça a toujours été son obsession, la sécurité d'Israël. Vous savez, son père préconisait un Israël qui s'étend jusqu'à l'Euphrate. Son frère aîné est mort. Et ça, c'est très important pour Netanyahou. Son rêve, c'est quand il quittera le pouvoir, dans peut-être 2 ans et demi, 3 ans, c'est d'en avoir fini avec les menaces du Hamas, du Hezbollah et même d'un éventuel Iran nucléaire. Et puis vous aviez Est-ce une que autre... son rêve, comme l'a dit Hubert Védrine ici lundi dernier, c'est de pouvoir enclencher une guerre américano-israélienne contre l'Iran? Alors oui, d'abord il a besoin de l'Amérique puisque c'est l'Amérique qui fournit à l'Iran ces bombes. Il n'est pas question que Tsahal traverse plusieurs pays du Moyen-Orient traverse la Syrie et l'Irak pour ensuite atteindre la Perse. Ça, il n'y en a évidemment pas question. Donc il s'agit d'attaques aériennes et les bombes sont fournies par les Américains. Et ça, c'est l'autre dynamique, c'est la dynamique américaine. L'Amérique ne veut pas d'un deuxième théâtre de guerre. L'Amérique en a assez avec l'Ukraine-Russie. Et deuxièmement, les Iraniens, une partie des Iraniens, y compris le nouveau président, au départ, ce qu'ils voulaient, et ce qu'ils cherchaient, il y a d'ailleurs des négociations qui se sont faites secrètement, et je connais ceux qui l'ont faites au Liban par des intermédiaires entre les Iraniens et les Américains. Ce que cherchaient les Iraniens, c'était ce qu'on appelle un grand bargain, c'est-à-dire on met avec les États-Unis tous les dossiers, c'est-à-dire le dossier nucléaire, le dossier de l'axe chiite au Moyen-Orient, le dossier de la sécurité, le dossier du commerce international, des sanctions. On met tout à plat et on fait un grand deal. Les démocrates américains n'étaient pas opposés. Maintenant, ils sont un peu les mains liés à cause de la campagne électorale, et toute campagne électorale aux États-Unis provoque des surenchères pour l'instant. Et donc, vous avez en fait deux dynamiques qui s'entrechoquent aujourd'hui. Une dynamique sécuritaire israélienne avec un Premier ministre renforcé chez lui après le traumatisme, du pogrom du 7 octobre, et une dynamique diplomatique où les Américains sont tout à fait derrière cette dynamique sans arriver à la faire aboutir. Une intervention américaine, en tout cas on évoque l'idée qu'il pourrait y en avoir une, et notamment une intervention américaine contre des installations pétrolières. Alors, c'est pas une intervention américaine, à ce que j'ai compris. C'est que ils ont discuté avec les Israéliens, puisqu'il faut bien comprendre que les bombes sont américaines, donc il faut une autorisation américaine pour utiliser les bombes. Les avions aussi, d'ailleurs, sont américains. C'est-à-dire qu'en fait, les Américains ont persuadé les Iraniens de ne pas bombarder, de ne pas aller trop fort, de ne pas bombarder les sites nucléaires d'enrichissement de l'Iran. Par exemple, Natanz, qui est tout à fait enterré. D'abord parce que ces sites sont observés par les caméras de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et puis parce que ça ferait trop de dommages, et c'est une provocation. Donc les États-Unis cherchent une cible moins importante. Oui, mais et donc ils ont parlé de raffinerie, ce qui est à mon avis une mauvaise idée, parce que ça rappelle trop les bombardements faits d'ailleurs avec des super-étendards français par l'Irak de la grande raffinerie d'Abadan pendant la guerre Iran-Irak, provoquée par l'Irak en 1980, une guerre d'agression de l'Irak contre l'Iran qui a duré jusqu'en 1988, et où les Occidentaux soutenaient l'Irak, et où ils n'ont même pas accepté au Conseil de sécurité de l'ONU de reconnaître la réalité, c'est-à-dire le fait que l'Irak avait envahi l'Iran. Pourquoi, justement, frapper des sites pétroliers serait une mauvaise idée ? Parce que
ça va, si vous voulez, ça va enrager l'Iran. L'Iran a besoin de son pétrole pour nourrir sa population. Les Américains, d'ailleurs, ce qui était très intéressant, non seulement étaient en discussion avec les Iraniens, mais ça m'a été confirmé par un membre du comité exécutif de Total, ils laissaient couler le pétrole iranien depuis quelques mois. Et donc, c'est un petit peu contradictoire. Je pense que c'est une erreur de pousser l'Iran dans ses retranchements. Je pense que c'est la politique de pire. Je pense qu'il y a un président qui a quand même été élu sur une politique d'ouverture. C'est un président qui a dit c'est pas important, qu'il fallait pas obliger les filles à porter le voile, etc. C'est le nouveau président. Alors c'est vrai qu'il n'a pas tout le pouvoir en Iran, c'est le guide qui a le pouvoir, mais quand même, il y a eu une élection, c'est le seul modéré, il a été élu. Je pense qu'il faudrait lui tendre la main. Et même, je considère que les Israéliens ont tort de ne pas lui parler, au moins secrètement. Mais est-ce que, justement, Netanyahou veut avoir des présidents réformateurs avec lui ? Est-ce qu'il ne renoue pas... Est-ce qu'il n'est pas dans la tradition d'une vieille tradition politique israélienne d'avoir des interlocuteurs plutôt radicaux pour pouvoir, justement, les combattre et les anéantir ? D'avoir un ennemi qui fait une politique, qui fait l'unité du pays sur un programme. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la guerre et avec les succès du renseignement israélien, le Likoud, dans les derniers sondages, est très haut, si vous voulez. Donc, en fait, les gens qui disaient Netanyahou en a plus pour quelques semaines, se sont complètement trompés. Netanyahou a une majorité aujourd'hui de 68 députés sur 120 à la Knesset. Il avait 64, maintenant il en a 68. Et il va certainement faire son mandat jusqu'au bout. Mais évidemment que s'il voulait aujourd'hui s'en prendre à l'Iran, il faudrait le freiner. Mais je pense qu'il va être freiné, Vincent, en fait, par les faits et par les difficultés qu'il va trouver maintenant dans ses incursions à terre au Liban. Une frappe imminente d'Israël en Iran, vous y croyez ou... Oui, maintenant il faut voir, parce qu'il est obligé de faire des représailles après ce raid iranien. Il faut voir si elles vont rester un peu symboliques, comme les dernières frappes israéliennes au mois d'avril, vous vous souvenez, au mois d'avril dernier, ou si Israël cherche l'escalade, mais... ce que je pense, c'est qu'il y a quand même encore un pouvoir exécutif américain qui fonctionne peut-être pas très bien, mais qui fonctionne, et que ce pouvoir exécutif américain va tout faire pour freiner Israël. Merci beaucoup Renaud, merci de toutes ces précisions Renaud Girard. Et je précise justement le livre que vous aviez écrit sur la guerre d'Israël contre le Hezbollah, la guerre ratée, c'était chez Perrin, et c'était en 2006. Et puis bien évidemment, je renvoie à tous vos livres et à vos chroniques du mardi dans le Figaro, qu'on peut lire même dès le lundi soir. Merci beaucoup Renaud. Dans l'actualité, encore l'actualité internationale, le 19e sommet de la francophonie, il s'est ouvert ce vendredi dans la cité de Villers-Cotterêts. Que peut-il en sortir ? Bien, avant de répondre à la question, une certitude, le français quand même a encore des fans, plus exactement des partisans, ou plus exactement encore des amoureux comme Boualem Sansal. Tous ceux qui étaient dans le monde amoureux de la France, de sa culture, de sa langue, ont accouru en disant c'est formidable, on va accrocher nos wagons à la grande France et ça va nous tirer vers... surtout que nous, on est du tiers-monde, donc on était très en retard sur beaucoup de choses. Hein. Donc c'est formidable. Et puis, très vite, ça a été un peu très mal mené, cette histoire-là. Donc, du coup, la francophonie est apparue comme quelque chose de néocolonial. Je pense un peu aux déclarations de Sarkozy à Dakar contre les Africains. Et voilà, il y a eu un côté comme ça néocolonial, donc phénomène de rejet qui ne fait que s'accélérer aujourd'hui. Hein. Et tous les pays francophones maintenant rejettent la France. Et moi, dans mon pays qui était le premier pays francophone... Sous l'influence de la Russie, notamment, en Afrique. Voilà, pendant un siècle et demi, on n'était pas francophone, on était français, département français. Et moi, j'assiste depuis l'indépendance à la mort de cette langue dans mon pays. Et c'est comme on assiste à la mort d'un proche. Ça fait très mal. Merci en tout cas. Bonjour Emmanuel Maury. Bonjour. Hormis faire des discours, à quoi sert la francophonie ? C'est d'abord de très belles anthologies, notamment celles que vous réalisez. Ouais, merci. C'est un trésor national et un trésor universel.
N'est-ce pas un trésor enfoui ? Oh non. Non, il y a encore de très belles plumes. Il y a évidemment des plumes oubliées, mais il y a de très belles plumes aujourd'hui sur les 5 continents. Et on oublie, on sous-estime souvent la place de la francophonie. C'est quand même aujourd'hui 330 millions de locuteurs dans le monde, 500 millions à l'horizon 2050, et parler sur les 5 continents. On va en parler justement, on va y revenir. Là, en ce moment, on a les arrivées justement à Villers-Cotterêts, où s'ouvre le 19e sommet de la francophonie avec effectivement Emmanuel Macron et la secrétaire générale de la francophonie. Et bien précisément, je vous propose de l'écouter et elle nous dressait un état des lieux il y a quelques jours. Dans les organisations internationales, notamment l'Europe et les organisations internationales, la langue française régresse. Mais le nombre de locuteurs augmente, notamment à cause de la démographie africaine. Parce que plus de la moitié des pays africains sont membres de cette organisation et c'est des pays avec des populations extrêmement jeunes. Pour que la langue française puisse rayonner plus, puisse arrêter de reculer, il faut des moyens. Il faut des moyens. Beaucoup de pays nous demandent de créer des programmes d'enseignement. Il faut enseigner la langue française. Il faut enseigner la langue française. Dans votre introduction, Emmanuel Maury, de cette très belle anthologie des auteurs francophones, vous rappelez qu'il y a 3 défis pour la francophonie. Le défi de la défense de la langue française dans les institutions internationales, le défi de la transmission et de la coopération universitaire et scolaire, ce que vient de dire Louise Mushikiwabo, et le défi économique. Dans les 3 cas, c'est un échec, non ? Non, je ne dirais pas cela. Et si vous me permettez, je voudrais rebondir sur ce que déclare Louise Mushikiwabo. Elle fait un constat tout à fait exact. Mais je crois qu'elle a parfaitement raison. Il y a un déclin notable, vertigineux du français dans les organisations internationales, en particulier dans l'Union européenne, ce qui est un paradoxe, puisqu'aujourd'hui, seulement 1% des résidents de l'Union européenne ont l'anglais comme langue maternelle, alors que l'anglais est hégémonique, contre 15% pour des pays, des résidents francophones. Et donc, je serais tenté de suggérer aux médias, notamment, d'interroger les chefs d'État présents à Villers-Cotterêts. Ce sera un record. On aura une 50aine de chefs d'État francophones, et en particulier le président de la République, notre président de la République, en leur demandant... Pour faire rayonner la France, fait un sommet qui s'appelle Choose France. Oui, voilà, déjà une difficulté. Donc, leur demander, et notamment au président Macron, est-ce que vous êtes prêt à vous engager dans le prolongement de ce très beau signal qu'est ce sommet en France et de l'ouverture de cette cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, à systématiquement vous exprimer en français dans les grandes organisations, dans les grandes réunions internationales, sachant qu'aujourd'hui on dispose de tous les moyens de traduction de façon peu onéreuse avec l'intelligence artificielle pour que tout le monde comprenne. Et donc ce serait un très très beau signal si le président de la République et les chefs d'État présents prennent cet engagement solennellement. Alors, ce qui est intéressant... et demandent aux représentants de leur pays de s'exprimer également systématiquement en français dans les instances internationales. Alors, 2 questions par rapport à ce qu'on vient de voir et ce que vous venez de dire. Par rapport à ce qu'on vient de voir, on a vu le Premier ministre Justin Trudeau arriver, qui peut-être lui aussi un grand défenseur aussi, pas forcément du français, mais précisément, n'est-il pas, et le Canada et en particulier le Québec, ne sont-ils pas l'incarnation finalement du paradoxe francophone? Ceux qui défendent le français finalement sont en dehors de France le plus souvent. Hélas, souvent, et c'est ce que nous reprochent nos amis francophones à l'étranger. Et c'est la raison pour laquelle je pense que ce sommet à Paris doit être un signal, et je crois vraiment qu'il faut que les journalistes interrogent nos chefs d'État, interrogent le président Macron pour obtenir cet engagement. Mais il y a au-delà de cela l'exigence aussi que dans les instances internationales, les documents soient disponibles en français, que les débats puissent avoir lieu en français, sachant qu'encore une fois, les problèmes de traduction, les coûts de traduction ne se
pose plus, en fait. La question aussi qui est posée, qui est soulevée, ce que vous avez dit, ce que dit Louise Mushikwabo aussi, c'est que l'une des forces, l'un des atouts du français, c'est d'être comme l'anglais, une langue parlée sur les 5 continents, et puis d'avoir aujourd'hui une dynamique, de bénéficier d'une dynamique qui est la dynamique démographique, en particulier la dynamique africaine. Sauf que ce sont des pays, souvent, où justement le discours, non pas français, anti-français, c'est-à-dire contre la France, est très prégnant à travers l'anticolonialisme ou le néo-anticolonialisme. Et ce qui est intéressant, quand on lit les auteurs modernes francophones dans votre anthologie, c'est qu'on voit beaucoup d'auteurs qui sont très engagés dans la cause anticoloniale. Là aussi, n'y a-t-il pas un paradoxe, en ce sens que la francophonie serait le moyen finalement de sortir du français? N'est-elle pas finalement anti-française? Non, je crois pas. Je crois qu'il faut déconnecter les deux choses. Il est vrai que, et c'est le problème, c'est cet amalgame, c'est que parfois certains pays, par exemple le Mali, par rejet de la France, compte tenu de relations qui sont aussi des relations amicales, mais qui sont des relations qui ont pu être conflictuelles, rejettent le français. On le voit aussi en Algérie. Et je crois qu'il faut vraiment distinguer les deux. L'histoire coloniale, d'ailleurs, qui est assez ancienne maintenant, c'est une chose. Le français, c'est autre chose. Et le français, c'est un trésor. Du Cambodge. C'est un trésor universel. Et ce que je veux dire aussi, c'est que on présente parfois la défense de la langue française comme un combat d'arrière-garde. Je ne crois pas. Je crois que c'est tout le contraire. Je crois que c'est un combat d'avenir parce que le plurilinguisme est vraiment la voie de l'avenir. C'est une voie d'enrichissement mutuel. Et encore une fois, dans un contexte où les problèmes de traduction ne se posent plus. Alors, l'autre intérêt de votre anthologie, hormis sa brièveté, donc qui le rend la lecture assez rapide mais très agréable, c'est que vous rappelez les fondements de la langue française et puis les fondements de ceux qui ont porté à la fois la langue française et puis la cause de la francophonie. Question d'abord par rapport à ça, pourquoi le français est devenu une langue diplomatique? Alors, c'est une très bonne question. Non, mais celle-là particulièrement, parce qu'en fait, on l'a un peu oublié à partir du XVIIe, surtout du XVIIIe siècle. Et la réponse à cette question, c'est Rivarol qui la donne dans son discours. Antoine de Rivarol, dans son discours sur l'universalité de la langue française. C'est lui qui a défini pour la première fois les vertus de la langue française, c'est-à-dire qui seront ensuite plus explicitées par Senghor, l'un des pères de la francophonie, la clarté, la précision, la nuance. Et ça, c'est lié à... Et la nuance, ça, c'est très important en matière de diplomatie. Oui. Et puis la clarté et la précision aussi dans la définition d'un contrat. Et c'est ce qui explique, en grande partie, mais c'est aussi lié à la puissance de la France à cette époque, le fait que c'est resté la langue diplomatique et la langue du droit jusqu'au milieu du XXe siècle. C'est encore le cas, d'ailleurs, on parle encore le français au sein de la Cour européenne de justice. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que le droit aussi a forgé en quelque part le français aussi. Oui, et c'est pour ça qu'il est très important que ce qu'on appelle les documents sources dans les organisations internationales ne soient pas rédigés qu'en anglais, qu'ils soient rédigés en anglais, en français, aussi dans d'autres langues de travail, parce que les documents sources déterminent le sens en fait des textes. À quoi expliquez-vous, comment expliquez-vous plus exactement que l'anglais finalement soit devenu la langue de référence dans ces deux domaines qui étaient des bastions du français, que sont le droit et la diplomatie? Pour d'abord, en raison du développement du déclin. Pardon, n'attribuez pas vous le fait aussi que l'anglais se soit imposé dans le droit, dans le fait que quand même, notamment, il y a une tradition britannique très procédurière aussi. Oui, alors je pense que c'est lié à plusieurs facteurs. D'abord, le déclin relatif de la France et l'expansion relative des États-Unis et des pays anglo-saxons. Toujours lié, la langue est toujours un instrument de puissance. Donc ça, c'est déjà un élément. Le deuxième élément, c'est le succès du globish, c'est-à-dire de cette langue anglaise, facile à utiliser. D'ailleurs,
dire, le globish est en même temps... La langue du mondialistan. Oui, mais c'est en même temps la faiblesse de l'anglais. C'est-à-dire que, comme le rappelle Tahar Benjelloun dans la préface de mon livre, l'anglais, avec le globish, a tendance à se squelettiser, là où le français, au contraire, a tendance à s'enrichir. Et d'ailleurs, je cite souvent ces chiffres. Le français, en étant utilisé partout dans le monde, a tendance à s'enrichir. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, parce que il suffit de regarder, par exemple, le dictionnaire des francophones qui a été créé en 2019, qui tente à regrouper l'ensemble des vocables francophones, utilisés dans l'ensemble des pays francophones sur les 5 continents. Il y avait 100 000 termes recensés dans ce dictionnaire. C'est un dictionnaire interactif avec un conseil scientifique. Aujourd'hui, on est à 600 000 termes, là où l'Oxford English Dictionary, qui est le dictionnaire de référence anglais, en comporte 250 000. C'est dire combien la langue française s'enrichit, là où l'anglais est victime de son globish, même si l'anglais s'enrichit également, bien sûr. Il y a aussi une autre explication, c'est que l'organisation pendant anglais de la francophonie, qui est le Commonwealth, ne réussissent pas mieux, finalement, et sont arrivés à faire de l'anglais, du partage de l'anglais, un instrument de puissance internationale et géopolitique, et commerciale. Oui, c'est exact. Et d'ailleurs, ça n'est pas un hasard si l'anglais est hégémonique, par exemple, à l'ONU ou dans les instances européennes. C'est aussi l'effet d'un lobbyisme des pays anglo-saxons. Lobby, qui est un terme anglais. Qu'attendez... Oui, qui a été adopté dans nos dictionnaires, heureusement. On rappellera quand même que l'anglais vient du français, en tous les cas. Exactement. De l'anglo-normand. C'est ce que disait Clémenceau, l'anglais, c'est du français mal prononcé. Mais cela dit, défendre la langue française, la faire rayonner, ça n'est pas exclure le fait, évidemment, d'importer des termes étrangers qui l'enrichissent. Qu'attendez-vous de ce nouveau sommet, Emmanuel Maury ? Alors, il y a les enjeux officiels. Outre de faire connaître la Cité internationale de la langue française, c'est très bien. Qui est à Villers-Cotterêts, dont on vient de voir les C'est très bien, c'est un très beau projet. Il y a les enjeux officiels, la francophonie économique, et c'est très bien, il faut la développer. Il y a la rénovation du système multilatéral, qui sera l'objet d'un huis clos. Mais les enjeux, à mon avis, c'est d'abord, ce que je vous disais tout à l'heure, la défense du français, l'exigence du français dans les organisations internationales, parce que c'est la clé de beaucoup de choses. C'est aussi que les pays francophones portent un message qui est celui de la francophonie qui tente à humaniser la mondialisation, à la réguler en lui donnant une finalité humaine. C'est ce que disait Senghor, la francophonie, c'est cet humanisme intégral qui se tisse autour de la Terre. Et c'est probablement ce qui manque à la mondialisation. Et puis, il y a l'éducation. L'éducation sur laquelle les efforts, et d'ailleurs Louise Mouchiki-Ouabo le rappelait tout à l'heure, qui est le facteur déterminant pour le développement du nombre de locuteurs en français. Merci beaucoup Emmanuel Maury. Le goût de la francophonie, c'est absolument délicieux, c'est lumineux, c'est au Mercure de France. Francophonie encore, d'ailleurs on en parlait la semaine dernière, le français, parlons-en, c'est le vibrant hommage de Boualem Sansal, et là aussi il faut lire le livre, et puis on revient justement sur la francophonie dans Bienvenue en Île-de-France, et c'est à retrouver à partir de 19h sur le Figaro TV. Merci beaucoup. Merci. Puis comme nous avons le plaisir d'avoir Emmanuel Maury, quand même je signale son autre ouvrage à lire, succès mérité d'ailleurs de librairie, Le roman de Chantilly, c'est chez Perrin. Merci beaucoup. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro de Point de Vue, émission spéciale d'ailleurs à l'occasion du premier anniversaire du 7 octobre. Bon week-end sur le Figaro TV.